Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha, quick going. Last play of the game, who's gonna win it? Luck rolling out to the right, dumps it up to Donnie Avery, go ahead, goal line, touchdown, 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 touchdown! Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 141 du podcast Jean Actu. Alain Mattei, très heureux de vous retrouver. Nous sommes réunis comme tous les mardis pour débriefer les matchs de la semaine et en l'occurrence c'est les matchs de la semaine 3 à ma gauche, Raoul Villeroy, bonjour. Hello. En face de moi, Raphaël étant toujours en vacances, nous avons Grégory Richard. Bonjour Grégory. Bonjour Alain, bonjour à tous. Toujours très heureux d'accueillir des nouveaux membres de l'équipe au micro, c'est bien ça tourne en ce moment. Grégory que vous connaissez déjà bien sûr si vous écoutez nos podcasts pré et post et pendant draft d'ailleurs aussi, puisqu'il connaît tous les rookies par cœur et il se passionne pour la NCAA, mais pas que. À ma droite, Camille Saraben, bonjour. Le podcast Jeune Actu du mardi, on vous le rappelle, qui vous est présenté par le Hard Rock Café Paris. Le Hard Rock Café Paris, c'est des soirées NFL tous les dimanches, encore cette année à partir de 19h avec Wings à volonté et Happy Hour. Au programme, l'espoir qui renaît à Philadelphie, Bill Belichick qui est un sorcier, les défenses qui font la loi à Denver et à Minnesota, mais pas à Atlanta. C'est parce que ça va faire plaisir à Grégory, voilà. Et vos questions et la preview du jeudi, c'est parti. Wentz takes the snap. He's back. He's looking. He gets out of harm's way. He's pumping. He is floating it, and it is complete to Hunt at the 50, the 45. He's on his feet at the 30, the 20. Cuts back at the 10, the 5. He is in. Darren Sproles. Darren Sproles. Eagles 34, Steelers 3, Fly, Eagles Fly. Ça fait, d'ailleurs, il faudrait qu'on francise toutes ces chansons, ça aurait l'air ridicule voler, et ça permettrait de. Voilà. Vol, petit aigle, vol. Dans ton chemin vers la victoire. Ouh, vol. Non, bon, bref. Carson Wentz continue son début de carrière en fanfare, toujours pas d'interception pour lui et Philadelphie revit, messieurs. C'est incroyable. C'est la stat qu'on m'a donnée et qui est la plus impressionnante. C'est l'équipe qui a marqué le plus de points et encaissé le moins de points sur ces 3 premières semaines. Et celui qui l'aurait prédit avant le début des rencontres, je lui aurais tiré mon chapeau parce que j'aurais jamais misé là-dessus. Et pourtant, les voilà. Carson Wentz continue d'être impeccable, peut-être pas, mais en tout cas propre. Et c'est très très encourageant pour la suite. 23 sur 31, 301 yards, 2 touchdowns, 135.1 d'évaluation quand il est sous pression. Grégory, c'est une vraie réussite. À titre personnel, pour moi, c'est une belle surprise. T'es bien placé pour savoir. Alors, j'étais très sceptique sur ce joueur quand il arrive en NFL. Et moi, je trouve que c'est une super chose de t'avoir aujourd'hui parce qu'on a pas mal de rookies au final. Donc, on va pouvoir faire une sorte de débrief à J+3, 3 journées de plus. Alors, qu'est-ce que t'as dit Non, mais tu vois, c'est ce que Camille m'a fait remarquer avant l'émission. La première chose qu'il m'a dit, c'est on a Grégory, qu'est-ce qu'il avait dit sur Wentz. Donc, à l'époque, t'étais plutôt sceptique. Alors, j'étais plutôt sceptique sur le gap à franchir et sur sa capacité à répondre rapidement au défi NFL. Manifestement, il est parfaitement mature de ce qu'on voit sur les 3 premiers matchs. Tu le soulignais il y a quelques secondes, il est vraiment hyper solide mentalement, notamment quand la poche se referme très rapidement. Et une autre condition que je soulignais en avril dernier, c'est la capacité du jeu au sol à le soulager un peu. Alors, il est aidé par le jeu à la course. Il y a au moins un TD au sol inscrit sur chaque match par les Eagles. Maintenant, on voit qu'au niveau du play call offensif, c'est quand même Wentz qui est plus souvent sollicité que ses coureurs. Et pour le coup, ça réussit puisque ça gagne à chaque fois. Après, ils ont aussi bien adapté les coachs. Ils ont bien géré. Il y avait plus de passes en profondeur sur les premiers matchs. Là, ils ont vu que les Steelers pouvaient être agressifs. Il y a un peu plus de passes écran. C'est bien. Ils le gèrent très bien aussi quand même au niveau du coaching. C'est ça, j'ai l'impression que du côté de l'attaque des Eagles, on a un petit peu préparé un plan B en sachant que le run-stop des Steelers allait vraiment être redoutable. Ce qui les a aidés quand même, mine de rien, c'est la blessure de Lawrence Timmons, mais on a également des joueurs comme Ryan Shazier, comme Arthur Motes, qui ont eu énormément de difficultés sur les déplacements, on va dire, des coureurs, sur les déplacements des linemen tout court, parce qu'un joueur comme Lane Johnson, par exemple, s'est régalé sur les décrochages. Et du coup, ça nous donne des TD de
running backs, notamment Darren Sproles, qui s'est régalé sur un de ses touchdowns, et ça fait vraiment souffrir les Steelers. Lui, quand il accélère, c'est la mobilette. Il part d'un coup, et alors bonjour pour le rattraper. On parle beaucoup de Vance. La grosse satisfaction à Philadelphie, c'est quand même aussi la défense. 251 yards pour les Steelers, 29 yards au sol seulement, alors que DeAngelo Williams était en tête de la course au MVP de Jean Actu jusque-là. 3 points, 2 sacs pour Fletcher Cox et Jim Schwartz, qui est quand même peut-être le coordinateur de ce début de saison. Défensif, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Il a fait un super boulot. Il était parti un peu en paria de Détroit. Et là, il est tranquille. Il a moins ce côté gestion du vestiaire. Il se concentre uniquement sur les défenses. Et c'est pas plus mal parce qu'on savait que c'était un bon défenseur, mais pas trop un manager d'hommes en général. Donc là, c'est très bien. Il fait du super boulot. Et cette défense des Eagles, elle stoppe les 3e tentatives. Ils ont que 4 sur 11 des Steelers. Ils ont stoppé 2 4e tentatives. Donc ils sont là quand il faut. Et puis surtout, ce qui est impressionnant, c'est qu'ils affrontent une des attaques aériennes les plus redoutables de la ligue, si ce n'est peut-être la meilleure. Ouais. Et on a l'impression qu'ils ont presque souhaité isoler Antonio Brown. J'ai trouvé très curieux qu'ils choisissent de mettre Jalen Mills au marquage, alors qu'a priori le meilleur DB c'est peut-être Nolan Carroll de l'autre côté qui a fait un bon match pour le coup. À l'arrivée, ils concèdent beaucoup de yards de la part d'Antonio Brown, mais ils prennent pas de touchdown à la passe. Ouais. Et c'est d'ailleurs la seule équipe de la ligue dans cet exercice qui a pas concédé de touchdown dans le domaine aérien. Voilà, on a retrouvé cette jolie fight song. Alors, donc sur cette bande-son magique, il prenait 401 yards quand même par match l'an dernier, donc pour l'instant ça marche quand même plutôt très bien, quasiment pas de changement en plus dans l'effectif, hein. Schwartz fait quand même du bon boulot à ce niveau-là. On va repartir en attaque. Wendell Smallwood, on parlait du sol, coureur rookie également, 79 yards, que tu avais observé de près, hein, je crois, Grégory l'an dernier. C'était même un de tes joueurs favoris, tu regardais tous ses matchs. Alors, j'arrivais pas jusque-là. Non, c'est un joueur qui de toute façon avait un gros potentiel. Après, il a surtout eu des problèmes extra-sportifs et c'est ce qui l'a fait descendre. Mais c'est là où Grégory est très très fort. C'est que je blaguais complètement, je connaissais pas le mec et lui il me connaissait vraiment en vrai. Donc voilà, écoute, donc tu nous dis, il avait des problèmes extra-sportifs donc Smallwood. Oui, il a été suspendu, il me semble, une certaine période par West Virginia, mais c'est encore une fois, c'est un joueur qui est capable de sortir du chapeau quand on fait appel à lui. Et là, en l'occurrence, malgré la blessure de Ryan Matthews qui restait sur deux bonnes premières sorties, il a été capable de répondre présent, d'être sollicité. Il a aussi été aidé forcément encore une fois par un jeu aérien qui était assez équilibré, même si je reste quand même sceptique sur les receveurs. On voit qu'en dehors de Jordan Matthews, il y a quelques difficultés à ce niveau-là, même avec un Brent Selleck qui peut sortir du chapeau de temps en temps. J'allais dire, Brent Selleck donne de l'aide dans les airs. Moi, ce que j'ai noté, c'est surtout qu'il y a 31 lancés et 30 courses. Donc, en fait, cette attaque, elle est plutôt équilibrée. Et ce qui n'est pas plus mal pour Vance, là, sur ce match, ils ont pris l'ascendant assez tôt. Donc, derrière, ils peuvent se permettre d'envoyer Smallwood un peu au casse-pipe, qui finalement s'en sort plutôt bien. Donc, ouais, cette équipe d'Atlanta, pas du tout, cette équipe de Philadelphie. On va y venir. C'est des oiseaux, moi, tu sais, les noms d'oiseaux et tout ça. Donc, ouais, cette équipe de Philadelphie, pour l'instant, elle fait du très bon boulot. Allez, Wentz est le meilleur quarterback noté par Pro Football Focus après les 3 premières semaines. Juste pour le petit bémol, quand tu es côté Steelers, parce qu'on parle beaucoup de Philadelphie, côté Steelers, peut-être à surveiller défensivement, c'est un pass rush qui est très irrégulier. Un seul sac, je crois, depuis le début de la saison, c'est le plus petit ratio, on dira, en termes de pass rush dans la ligue. Alors, donc pour finir sur Wentz, quarterback le mieux noté par Pro Football Focus après 3 semaines, premier rookie à pas lancé d'interception sur ses 100 premières passes. Et donc pour les Steelers, on va y arriver. Donc c'était vraiment un jour sans. Ils sont pas non plus à ce niveau-là tout le temps, donc on va aller assez vite. Non, ça reste une équipe avec beaucoup de qualité. Petit bémol, donc tu disais le pass rush 1, 2, le Von Bell de retour, on va faire du bien. Mais au poste de receveur, par contre, il n'y a pas grand monde derrière Antonio Brown qui est encore à 140 yards. Marcus Wheaton, l'âge dépasse. Sammy Coates, c'est pas très régulier. Et du coup, Martavis Bryant qui est suspendu leur manque énormément. Ouais. Et au-delà des receveurs, moi je trouve que Big Ben depuis ce début de saison est plus inquiétant que les saisons passées. La semaine dernière, il a lancé 2 interceptions. Il s'est bien rattrapé en fin de match. Là, il en lance encore. Et cette fois-ci, il n'a pas réussi à compenser ce mauvais début et à rattraper les Eagles. Et ouais, je le trouve un peu moins affûté que affûté, c'est peut-être pas le mot pour lui, mais je le trouve moins précis que les saisons précédentes. Et c'est pas encore un motif d'inquiétude, mais ça pourrait le devenir si ça continue sur ce rythme.
Bills 33, Cardinals 18. Quel match bizarre des Cardinals. Pas de first down sur les 5 premiers drives et des interceptions sur les 4 derniers. Est-ce qu'on s'est trompé sur cette équipe ou alors est-ce que c'était une performance défensive folle, combinée à un jour totalement sans, combinée à autre chose si vous voulez? Alors tu parlais d'un jour sans pour les Steelers, je pense que là en l'occurrence le jour sans Arizona il a bien goûté, que ce soit en attaque, même quelquefois en défense. Sur les équipes spéciales, il n'y a quasiment pas un secteur qui a fonctionné. Je ne suis pas sûr qu'on se soit vraiment trompé sur le niveau de cette équipe. Je pense que pour le coup, tout souriait à Buffalo. Il y a forcément un domaine sur lequel on va s'arrêter un peu plus, c'est la prestation de Carson Palmer et je trouve de la ligne offensive également. Mais je continue de penser qu'Arizona a une chance d'être en playoff. Alors Palmer t'en parle, 26 sur 50, 287 yards, 4 interceptions. Ouais, et surtout il finit sur ces 4 interceptions, tu vois qu'il les force, il y en a la plupart dans la end zone à la fin et ses receveurs se font complètement manger par les DB des Bills. Ouais, moi je suis un peu plus mitigé que vous parce que oui, c'est vrai que cette équipe des Cardinals elle est très forte, mais être capable de craquer à ce point, en fait, ça arrive à tous les jours sans. Mais là, c'est même plus un jour sans, c'est plus un jour, il y a plus rien quoi. C'est un sacré trou d'air quand même. Ouais, pour un prétendant. moi j'ai trouvé ça grave quand même. Après, en termes de yards offensivement, ils cumulent plus de yards que les Bills. Donc, et plus de temps de possession et tout. Donc voilà. C'est pas si inquiétant que ça. Je pense que. Après, je trouve que les receveurs sont quand même un ton en dessous cette année en dehors de Fitzgerald qui est toujours à surnager, mais comme tu le disais Raoul, ils se sont fait manger en couverture, ce qui a forcé du coup Palmer à prendre des risques. Donc les receveurs sont moins tranchants. Au final, il y a toujours un petit trou quand même au poste de cornerback de l'autre côté de Peterson. Ça reste. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a plus de motifs d'inquiétude que ça. Ils prennent 208 yards au sol sur le nez. Et donc, puis en face, ça aurait été les Packers ou les Patriots ou une énorme équipe ou une énorme défense. Cette défense des Bills, depuis le début de la saison, on l'attendait. Là, elle se réveille. Bon, on savait qu'il y avait des joueurs pour, mais qu'elle se réveille comme ça face aux Cardinals qui sont censés être une grosse cylindrée offensive, moi j'ai trouvé ça inquiétant. Et puis après, j'en parlais un petit peu rapidement tout à l'heure, mais c'est vrai que je suis vraiment très sceptique sur la ligne offensive également. Côté gauche, ça a l'air assez solide avec les vétérans Veldir et Yupati, mais côté droit, par exemple, on sait qu'un joueur comme DJ Humphries a été drafté au premier tour il y a 2 ans de ça. Il fait une année blanche lors de la saison rookie et je le trouve pas hyper convaincant à droite. Et on a vu qu'il a laissé quelques boulevards, quelques trous d'air. Donc je me fais vraiment du souci contre un quarterback qui est sur la pente descendante, quoi qu'on en dise, et qui a quand même toujours été assez irrégulier dans sa carrière, c'est forcément préjudiciable. Bon, en tout cas, alors on va dire anomalie, mais quelques petits motifs d'inquiétude quand même pour les Cardinals. Les Bills, anomalie aussi. C'est méchant pour eux, mais non, c'est pas forcément une anomalie. Ce qui est, encore une fois, moi la défense des Bills m'a bien surpris parce que finalement elle a donné ce qu'on attendait d'elle. C'est offensivement où ouais, il y a de quoi être surpris parce que Tyrod Taylor fait un bon match, il fait une bonne course au début. Bon, je les ai trouvés plus surprenants que ce qu'on aurait pu espérer. Du côté des Bills, je pense qu'une des clés du match, c'est peut-être quand même défensivement, c'est la capacité, et je pense que ça rejoint ce qu'on disait aussi sur l'attaque d'Arizona, la capacité à vraiment contenir le jeu profond des Cardinals. On sait que c'est quelque chose qui fait souvent mouche dans le système Bruce Arians, et là en l'occurrence, il n'y a pas une seule passe profonde qui a été complétée. Donc déjà, ça fait une petite différence. Et puis offensivement, LeSean McCoy, avec quasiment le même nombre de portées que sur les 2 premiers matchs, fait le double de yards, donc ça aussi, ça aide. Moi, je trouve que c'est une anomalie, mais parce qu'ils ont toujours un match de folie dans l'année comme ça à domicile, où ils prennent un peu feu. Mais c'est une anomalie au sens où... Enfin, ça n'en est pas une au sens où ils sont revenus aux bases. C'est-à-dire ils ont été agressifs en défense, ils ont été d'abord sur le sol. Je disais, ils ont 208 yards au sol, dont une bonne partie par Tyrod Taylor aussi, qui a aidé, parce qu'il est toujours mauvais à la passe, quoi qu'on en dise. Il est à 14 sur 25, 119 yards d'une interception. Ça reste quand même très en dessous de la moyenne. Il lance pas beaucoup, la preuve c'est qu'on lui fait pas vraiment confiance, quoi. Oui, mais voilà, mais c'est ça qui est toujours symptomatique, c'est que s'il lance pas beaucoup, c'est qu'au final c'est qu'ils doivent savoir qu'il est pas capable de lancer beaucoup, donc ça reste compliqué. Est-ce qu'il y a un effet nouveau coordinateur offensif? Qu'en penses-tu alors? Non, mais ils ont déjà fait ce genre de truc là l'an dernier en fait, donc moi ça m'étonne pas plus que ça de mettre 250 yards, ils savent le faire, quoi. Attends, l'an dernier je prônais une sorte de read option universitaire à la Auburn où ils courraient tout le temps, donc ça me ferait marrer, hein. Moi je suis toujours pour ça. C'est pour le spectacle. Qui joue à l'universitaire avec un quarterback mobile qui y va une fois sur 2 et puis qu'on se marre façon Louisville.
Ça pourrait être sympa en Voilà, effet. façon Louisville. Ce serait assez marrant. Redskins 27, Giants 29, un match de NFC Est, 6 fumbles, 2 interceptions, 19 pénalités. Bienvenue au NFC Est. Des changements de leader dans tous les sens, une interception d'Eli Manning en fin de match, ça aussi c'est la NFC Est bien sûr. Mais alors je serais d'avis de dire quand même que les Giants devaient gagner ce match 100 fois, non? Ou au moins 90 fois sur 100. Si Raphaël était là, il te dirait que c'était le genre de match qu'il perdait l'an dernier et que cette année il gagnait, et finalement non. Mais bon, oui, ils auraient dû le gagner. L'interception d'Eli Manning rappelle un peu les heures les plus sombres de son histoire, à craquer en fin de match et faire des choses comme ça. Il est à 1 sur 5 sous pression et à 6 sur 12 avec une interception quand il est blitzé. Pas tout à fait du quarterback élite sur ce coup-là. Non, mais on retrouve les problèmes de gestion des Giants l'année dernière. Enfin, Raoul commençait à en parler, mais oui, on retrouve ces fameux problèmes de gestion et surtout certains déficits sur des secteurs de jeu au sein des Giants. On sait que Rashad Jennings était blessé sur ce match-là. Shane Vereen était numéro 1, mais s'est également blessé pendant la rencontre. C'est fini pour lui la saison. Voilà, et on se retrouve avec un Eli Manning qui est un peu forcé de passer le ballon en fin de match. Et quand on voit que les Giants sont aux portes de la red zone, il me semble quand Manning se fait intercepter par Dunbar notamment, on se dit qu'il y a peut-être moyen au moins d'assurer le jeu au sol pour éventuellement avoir un field goal qui au final est précieux, quoi. Bon, après, il reste des motifs, entre guillemets, même pas des motifs d'espoir. Cette équipe reste très bonne parce que tu disais, le jeu au sol est moyen, mais il y a tellement d'armes offensivement. Cruz est toujours en forme, Shepard est toujours aussi bon, et Odell Beckham est là, est bon sur ce match-là. Donc en théorie, ils ont quand même les armes, quoi. Et après, la défense a été un peu moins à l'aise peut-être que sur les premiers matchs. Parce que côté Redskins, c'était pas à l'aise au sol, mais Kirk Cousins a été meilleur, 21 sur 35, 296 yards, 2 touchdowns. Deshaun Jackson, Jamison Crowder, Pierre Garçon. Là aussi, il y a grosse escouade d'ailleurs. Jordan Reed, il y a quand même grosse escouade. Jamison Crowder a 4 réceptions, 78 yards, un touchdown, qui est peut-être une des, par révélation, mais en tout cas un des joueurs forts de ce début de saison aussi. On le voit beaucoup. Qui est un bon joker offensif et qui relaie bien les autres qui sont censés être les receveurs stars de cet effectif. Et Kirk Cousins, sur ce match là où il a été très bon, et c'est un petit peu ça qui, à mon avis, aide les Redskins, c'est les passes longues. Sur les passes longues, il est à 3 sur 5 et il réussit des jeux qui font des touchdowns pour Deshaun Jackson et l'autre pour Crowder, je crois bien. Et c'est ça qui a relancé un petit peu les Redskins et qui font que les Giants finalement ont craqué en fin de match. Ils ont été plus audacieux, les Redskins. C'est cliché de dire ils en voulaient plus, mais la fin de punt par exemple avec la passe, ils ont été plus audacieux et sur le papier les Giants étaient plus complets, étaient peut-être meilleurs, mais il a manqué ce truc, il a manqué la conclusion de Manning, mais on voit encore une fois ils étaient pas très loin. C'est un peu à l'envie que ça s'est joué. C'est clair, c'est des équipes qui se ressemblent énormément, on le disait plus ou moins, avec un jeu au sol assez irrégulier, quoi qu'on puisse en dire, parce que Matt Jones ne répond pas forcément à toutes les attentes côté Washington. Des receveurs qui sont bien présents. Si on attend qu'il fasse rien, il répond aux attentes. Voilà, c'est ça. Alors pour le coup, on parlait des squads de receveurs de Washington, ils ont aussi été aidés par un backfield défensif des Giants qui a été un peu dépeuplé, avec les blessures de Rodgers Cromartie, d'Apple, Thompson. Ça fait un petit peu lourd. Et puis peut-être aussi un autre facteur qui a été important justement dans ce petit paramètre qui a été favorable à Washington, c'est la nervosité côté new-yorkais. 11 pénalités, je crois, qui subissent sur le match, près de 130 yards. Weston Richburg, le centre qui se fait expulser. C'est coûteux sur la fin. Alors, en parlant de nervosité, qui a gagné le duel Beckham-Norman? Parce que les statistiques, c'est plutôt pas mal pour Odell Beckham. 7 réceptions, 121 yards, dont 5 réceptions pour 88 yards contre Norman. D'ailleurs, on a vu que Norman l'a porté en triomphe. Alors ça, par contre, c'était magnifique. Génial. Et ce qui est magnifique, c'est que, donc, pour ceux qui n'ont pas vu, ils sont tous les deux, en plus je crois que c'est dans la end zone. Norman suit Beckham, le ballon, je ne sais même pas s'il se dirige vers eux d'ailleurs à ce moment-là. Ça passe au-dessus de Beckham. Il le saisit par la taille. Donc Norman saisit Beckham par la taille, il le soulève, il le porte sur au moins 5 mètres et il va le reposer juste devant l'arbitre, tout tranquillement. Et l'arbitre dit rien, pas de mouchoir, que dalle. Non, il n'y avait pas si plus que ça. Il le porte très longtemps quand même. Oui, mais c'était un gros câlin. Non, mais après, on préfère ça que les coups de casque. Ils n'ont pas voulu lancer les hostilités et c'est un peu ce que je trouvais dommage sur ce match aussi, c'est que la nervosité, elle venait peut-être de cette histoire-là, Beckham, Norman. Et justement, je trouve que l'exclusion de Weston Richburg sur le deuxième, il prend une faute offensive la deuxième parce qu'il a fait un bloc un peu violent sur Norman. Enfin, moi au moment où je l'ai vu, je me suis dit finalement le gars paye un peu tout ça parce qu'on a voulu surprotéger ces deux-là pour éviter que ça parte en vrille et lui fait une action pas terrible, mais ça méritait pas. En tout cas, il est toujours un petit peu capricieux, Odell Beckham. Un petit peu. Tout petit peu. Bon. On va terminer là-dessus, on va faire une petite pause et on revient pour la suite.
NaVar Bowman from the 49ers. Hello, this is Danny Woodhead. How you doing? This is Mike Wallace. Lamar Miller, the running back from Miami Dolphins. Hi, it's Brendan Carr from the Dallas Cowboys. You listen to the Touchdown Podcast. Patriots 27, Texans 7. Qui a besoin d'un quarterback? Jacoby Brissett aux commandes et bim, 27-0, 11 sur 19, 103 yards, 8 courses, 48 yards, un touchdown bien aidé par 105 yards au sol et 2 touchdowns de LeGarrette Blount. On avait tous pronostiqué les Texans, je crois, Raoul, hein, et évidemment, les Patriots ont gagné parce qu'on ne parie jamais contre les Patriots. C'est notre petit conseil pari du jour. Ne pariez jamais contre les Patriots. Et c'est quand même, on va le dire, assez incroyable ce qu'ils font. Ouais, c'est incroyable. Et il y a plein de remarques qui apparaissent de plus en plus sur les réseaux sociaux, sur tout ce que tu veux, qui disent que finalement tu pourrais mettre n'importe qui au poste de quarterback chez les Patriots, ça marcherait. Alors, c'est un petit peu résumé, mais c'est pas complètement faux parce que tu te dis, Bill Belichick, le type, j'ai l'impression qu'il comprend mieux le football que tout le monde sur cette planète et qu'il est capable de tout faire avec ce qu'il a. Par contre, excusez-moi, les gens qui étaient là, genre, ouais, vous avez vu, vous avez tous parié les Texans, etc. S'il vous plaît, quoi. C'était le 3e quarterback. Le mec est là depuis 3 mois. Il n'a pas joué un snap. Je sais même pas s'il a joué en pré-saison. Contre JJ Watt et tout ça, c'était pas non plus saugrenu de parier, quoi. Alors du coup, on rentre dans la petite chronique rookie là de nouveau. Vas-y. Alors non, sans surprise, ce qui m'a vraiment étonné, c'est que j'étais impatient de voir ce qu'allait donner Jacoby Brissett parce que je savais qu'à la passe, il y avait quand même beaucoup de déchets et on se rend compte, mine de rien, que Josh McDaniels a exploité ses capacités, mais il l'a pas empêché de courir plus que ça et il fait pas mal de big plays à la course, dont un touchdown d'ailleurs qui est précieux pour les Patriots. Et il est pas facile le touchdown, c'est pas comme des touchdowns de quarterback où il y a un boulevard et le mec court. Là, il esquive un premier plaquage, il se jette pour esquiver le deuxième. Non, il a des vraies qualités au sol. Alors moi, je t'avoue que je le connaissais pas du tout avant ce match-là parce que je suis pas aussi assidu que toi sur la NCAA, mais oui, c'est rassurant. Alors maintenant, le problème c'est que lui aussi s'est blessé. Oui, alors lui aussi s'est blessé. Bon, ça, on y reviendra dans l'émission de preview de jeudi, parce qu'on aura plus d'infos d'ici là. On saura éventuellement qui va jouer quarterback pour les Patriots. Si c'est toi ou moi d'ailleurs. Est-ce qu'on mettra les Patriots avec Julian Edelman? Voilà. Brissett, pour modérer quand même, il est à 1 sur 7 seulement sur les passes de plus de 10 yards. Hein. Il a été quand même géré relativement dans l'utilisation. Donc tu le disais, blessé aussi. Petite inquiétude quand même pour Houston, peut-être 3 pressions cumulées seulement pour JJ Watt, Whitney Mercilus et Jadevon Clowney. Alors il n'y a eu que 22 passes et on lui a fait lâcher le ballon très vite. C'est quand même un vrai bémol. Mais on a aussi l'impression justement avec cette tactique que les coachs des Patriots ont encore une fois neutralisé une force adverse. Oui, mais est-ce qu'ils ont bien neutralisé ces 3-là? Du coup, j'ai relevé que Bernardrick McKinney, le linebacker sophomore, faisait la meilleure ligne de stats de ce match. J'avoue que je n'avais pas beaucoup entendu parler de lui jusque-là. Et finalement, ils sont pas fous. Les Patriots, ils ont bloqué les défenseurs les plus efficaces en face pour laisser le reste s'occuper de Brissett. Et finalement, voilà, ça a suffi parce que ils ont réussi à progresser un petit peu. Ça rappelle que les Texans n'ont pas forcément compensé le départ de Jared Crick, et une fois qu'on arrive à bien museler J.J. Watt sur la ligne défensive, de l'autre côté c'est un peu plus compliqué. On a essayé de faire avancer Javon Clowney, mais visiblement il est aussi efficace qu'on a de ça de linebacker. Bon, en tout cas, oui, c'est vrai que finalement, la pré-saison, etc., mais c'est toujours ce que ça vaut. Les Texans, donc alors les Patriots, la défense est toujours là. Jamie Collins, lui, une interception, 8 stops, dans le genre homme de Bill Belichick aussi. Collins, il est très très fort, c'est une sorte de Ninkovic. Brock Osweiler, 24 sur 41, 196 yards, d'une interception. Ça commence à devenir inquiétant ou pas ce début de saison de Brock Osweiler? Il n'y a pas beaucoup de vie dans cette équipe des Texans, je trouve. Hein. Non, j'ai l'impression que c'est très dépendant de DeAndre Hopkins. Bon, ça, on s'y attendait un petit peu, même si Lamar Miller ne fait pas des stats déshonorantes au sol. Après, oui, on a vu qu'en dehors d'Hopkins, c'était beaucoup plus compliqué. Will Fuller qui restait sur 2 bonnes prestations sur les premiers matchs, et là aussi on rentre un petit peu dans le rang. Mais je ne sais pas s'il faut vraiment s'inquiéter. C'est contre les Patriots. Alors certes, on s'arrête beaucoup sur le fait que c'était un 3e quarterback. Il y a truc dont on n'a pas parlé, c'est quand même 2 fumbles lâchés sur retour de kick-off. Toujours, ça te plombe forcément parce que les gars repartent derrière et toi, tu n'as plus le ballon, donc tu ne vas pas aller marquer de points. Et moi, je maintiendrai, juste pour finir sur ce match, quand même, que LeGarrette Blount est vraiment le MVP des Patriots. Surtout, on parle beaucoup des quarterbacks, etc., mais c'est lui qui fait avancer cette attaque et qui sert de base. Hein. Sur son touchdown, il y a un énorme bloc de Julian Edelman, et ça aussi, ça te montre que Belichick utilise bien tous ses joueurs à tous les postes parce que Blount a des boulevards, alors que c'est peut-être pas le meilleur coureur de cette ligue, mais là, il est tranquille. Bengals 17, Broncos 29, Trevor Siemian, baby, 23 sur 35, 312 yards, 4 touchdowns, avec à peine 50 yards de jeu
au sol, il a 2 receveurs à plus de 100 yards, Emmanuel Sanders, de Marius Thomas, bien sûr, et il commence à être convaincant, l'ami Trevor Siemian. En tout cas, même s'il a eu un début de match un peu K1, K.A. C'est ça, je le trouve encore un peu irrégulier, mais on sent en tout cas que le coaching staff n'hésite pas à lui faire prendre des risques. Il y a des très mauvais lancers et des très bons. Voilà. Il y a un peu de tout, mais en fin de match, il y avait plus de très bons, et du coup, c'était plutôt pas mal. Très bien, Simian, ouais. Pardon, non, mais il a non, mais c'est triste, je me reprends en plus sur mes C'est vrai Ouais, non, j'ai raté ma blague. Ça devait être une blague. Ouais, très bon, très vieux. Ouais, mais ça ressemble pas assez. Désolé. C'était plus drôle dans ma tête. Ouais, très fort, Siemian, éventuellement. Ça très peut... fort, Siemian. Merci, Grégory. Voilà, ce moment terrible. Ok, très fort, Siemian. Ça marche. Non, mais écoute, je te laisse enchaîner tranquillement derrière tout ça. Ouais. Non, mais il avait l'air à l'aise. C'est surtout ça. Ils ont l'air d'oser avec lui, comme tu disais. Il prend de la confiance au fur et à mesure des matchs. Sur les premiers, c'était un peu la surprise et il avait bien tenu. Tu commences à voir un petit peu ses faiblesses, mais finalement, elles sont vite effacées par des très bons jeux. Et il est très bien aidé par ses receveurs quand même, parce que Demarius Thomas et Emmanuel Sanders font un super boulot. Et ça joue. Alors après, il n'y a pas de jeu au sol. Bon, bah ça, de toute façon, chez les Broncos, c'était pas la force. Après, il n'y a pas de backfield défensif. Enfin, il n'y a pas de backfield défensif. Je suis peut-être un peu sévère, mais j'ai trouvé les DB de Cincinnati très inconstant sur cette rencontre. Je commence à comprendre pourquoi William Jackson a été drafté au premier tour. Alors, du coup, je vais garder ma question qui était est-ce que les Broncos. Mais c'était plus ou moins lié. Justement, j'allais dire est-ce que les Broncos sont la meilleure équipe de la ligue, mais comme tu me dis qu'ils ont joué des nuls. Ils n'ont pas joué des nuls. Mais je trouve que Cincinnati a un déficit clair sur ce poste-là. Est-ce que les Broncos sont la meilleure équipe de la ligue? Je ne sais absolument pas ce qui va se passer dans le power ranking de demain, par exemple, sur Touchdown Actu. Moi, j'ai une petite idée. Non, non, mais du coup. Non, non, mais pour de vrai, je sais pas ce que Axel va mettre, par exemple, mais si nous on faisait le power ranking, est-ce que vous les metteriez en numéro 1? C'est pas. Non, typiquement, j'aurais mis les Eagles, tu vois. C'est pour récompenser un petit peu et pour la forme du moment. J'ai jamais essayé le power ranking, mais j'imagine que ça marche comme ça. Et sur la dynamique des 3 premiers matchs, pour moi, c'est les Eagles qui m'impressionnent le plus. Donc j'aurais mis plutôt les Eagles. Mais maintenant, les Broncos sont sur le podium, c'est clair. Moi, forcément, je les mettrais numéro 1 quand on a, selon moi, la meilleure défense du pays, parce que quoi qu'on en dise, c'est une équipe qui a gagné un Super Bowl et qui reste sur une certaine dynamique. Quand on a les problèmes qu'ils ont eu au poste de quarterback et qu'on arrive quand même à trouver un quarterback qui performe, aussi, c'est compliqué de ne pas les mettre premiers. Je les mettrais numéro 1 aussi. Un sac pour Von Miller, justement, 3 pour Shane Ray, parce qu'il doit profiter aussi des espaces créés par Miller. Les Bengals, est-ce qu'il y a un problème offensif? Dalton est à 21 sur 31, 206 yards d'une interception. Il est peut-être même pas forcément en cause. Il n'y a plus grand monde derrière Edgy Green, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Et le jeu au sol existe, mais pas forcément hyper productif. Enfin, il a bien démarré, mais il est vite retombé. Ouais, c'est ça, il est là, mais il ne fait pas forcément avancer. Et Dalton est plutôt bon, mais il n'est pas aidé ni par son coureur, ni par ses receveurs. Et il prend la pression, il arrive à s'en sortir, mais... on en revient un peu à ce qu'on disait peut-être il y a 2 ans, 3 ans avec Dalton, quand on lui disait est-ce qu'il va encore passer un cap, est-ce qu'il est élite, etc. C'est un quarterback qui est limité et qui sera au niveau de son supporting cast, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'il était très très bien entouré il y a 2 ans, où il y avait vraiment Edgy Green, Jones, Sanu, même l'an dernier, où il y avait un Tyler Eifert qui était très bon dans la red zone. Mais il ne va pas élever le niveau général, donc ça risque de limiter un petit peu à ce niveau-là. Mais après, ça reste problématique également d'avoir une ligne assez poreuse. Encore une fois, je crois qu'ils sont à 12 sacs depuis le début de la saison. En ayant joué donc Pittsburgh, dont on parlait des problèmes de pass rush tout à l'heure, donc ça sous-entend qu'ils ont quand même concédé pas mal de sacs depuis le début de l'année. Ils en avaient pris 8 contre... Le premier match, j'ai oublié. Il y a un match où ils en prennent 8. C'est les Jets. Voilà, c'est les Jets. Non, mais oui, bon, c'est vrai que ça fait vu comme ça fait hausser la moyenne. Mais en tout cas, c'est vrai que là, ils en prennent encore 4. Peut-être falloir régler les tirs du côté de Marvin Lewis. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Alors, malheureusement pour eux, c'est intéressant. Mais Cincinnati, c'est une équipe où depuis 3-4 ans, on disait on attendra en playoff, ils sont tellement blindés, etc. Là, il commence quand même à y avoir des failles qui apparaissent. C'est-à-dire que sur la ligne, le manque de receveurs, le backfield défensif dont tu parlais. Donc, c'est peut-être plus donné autant le fait qu'ils aillent en playoff. Et il va peut-être falloir lutter. Ça va peut-être devenir plus intéressant à commenter pour nous pendant la saison parce que c'est moins blindé et ça va moins dérouler. Ouais. Carolina 10, Minnesota 22, défense exceptionnelle encore des Vikings. Est-ce que c'est la meilleure défense de la ligue ou pas? D'ailleurs, c'était le sondage sur Touchdown Actu lundi soir. J'ai l'impression que les Broncos ont remporté la palme sur le sondage. Est-ce que c'est la meilleure défense? Moi, je dirais oui, dans le sens où elle est plus surprenante que celle des Broncos. Encore une fois, celle des Broncos, on savait que c'était la
probablement meilleure défense de C'est pas cette parce ligue. qu'elle te surprend qu'elle est meilleure. Non, moi je récompense plutôt les efforts surprenants que les efforts attendus. Moi je fais comme ça, c'est tout. Et disons que les Broncos, on savait que c'était la meilleure défense de cette ligue, qu'elle venait de gagner le championnat, qu'elle allait encore une fois écraser tout le monde. Alors, je vais sur le site, je vote pour les Broncos pour ajouter un vote et je regarde le résultat. Tricheur. Qui me dit. Tu pourrais mettre les Vikings. Bah pour non, le résultat me dit vous avez déjà voté. Donc ça prouve qu'on peut Bravo sur peut Touchdown pas Actu. truquer les sondages. Donc je vais faire d'abord voir les résultats plutôt que d'essayer de truquer. Et donc je vais vous dire, les gens sur le site pensent à 46% que ce sont les Broncos qui ont la meilleure défense, 39% les Vikings, 15% autres, sur un total de quasiment 1200 votes. Ouais, ça me paraît logique. Je pense que Minnesota est juste derrière, en effet. Et moi, ce que je remarque le plus, c'est vraiment la capacité, encore une fois, qu'a Mike Zimmer à sublimer certains joueurs. Un joueur, par exemple, comme Daniel Hunter, je le trouve vraiment meilleur semaine après semaine. Et ça aide à faire performer ce front seven qui a fait vivre vraiment un cauchemar à Cam Newton. 8 sacs, 3 interceptions. Tu parlais de Hunter, moi j'aime bien Everson Griffin qui a 2 sacs de plus encore. Les defensive backs sont pas forcément glamour, mais ils sont physiques. Xavier Rhodes et cette escouade, c'est assez Rhodes qui a costaud. fait vivre un cauchemar à son ancien coéquipier Kelvin Benjamin d'ailleurs. Ah, il était à FSU aussi. Ouais. Ah bah ouais, tu vois. Aucune réception pour Benjamin, donc on Aucune connaît la réception, stratégie. ouais, ça, c'est- Maintenant, il faut mettre un DB de Florida State qui a joué avec Benjamin. Bon, bah, il y a Jalen Ramsey pour les Jaguars, mais voilà. 0 sur 1, 0 yard en effet pour Benjamin. Devin Funchess, 0 réception aussi. Donc clairement, ils ont été très très bien limités. Du côté. Alors, est-ce qu'on commence pour le coup aussi à s'inquiéter du côté de Carolina? Ça fait 2 défaites en 3 matchs. Ça fait donc plus que l'an dernier. Déjà. On s'inquiète, ils ont perdu contre beaucoup plus fort. En tout cas, il y a la recette. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, tu sais qu'ils font un front seven physique et mettre la pression parce que les Broncos le font, eux l'ont fait. Au Super Bowl, ça a marché. Début de la saison, ça a marché. Là, Ouais, ça a marché. Toutes les équipes l'ont pas, ce front seven pour aller Non, chercher non, Newton non. à chaque fois. Mais Donc, c'est clairement une vulnérabilité assez criante sur ces matchs-là. j'ose espérer que Ron Rivera a de quoi répondre à ce genre de pression et qui va pouvoir anticiper si jamais ça lui retombe dessus. Maintenant, c'est ce que je te dis, c'est que oui, la défense des Vikings, elle peut le faire, la défense des Broncos, elle peut le faire, mais j'en vois pas 36 autres dans cette ligue qui sont capables d'aller chercher Newton à chaque fois. Il n'y en a pas 36 autres, mais clairement, Michael Ower a été en difficulté en protection. Ah, c'est le cas de le dire. Visiblement, vu ce qui galérait là, il va en laisser passer d'autres, même si tout le front seven n'est pas super fort, il y en aura d'autres qui vont abuser de Michael Ower dans les mois à venir, à mon avis. Hein. Oui, mais après, c'est ce que je te dis, c'est que s'il y a une faille, peut-être que Ron Rivera va réussir à trouver le moyen de changer un petit peu cette manière dont Newton prend la pression. Peut-être qu'ils vont essayer de plus jouer, je sais pas, à la réception ou des choses comme ça. Donc, ils ont de quoi le faire. Et là, on voit leurs armes offensives se sont fait annihiler, donc forcément c'est difficile, mais ça sera pas le cas sur tous les matchs. Côté Minnesota, Sam Bradford est à 18 sur 28, 171 yards, un touchdown. Il y a des problèmes de ligne aussi pour Minnesota. Bon, on va pas revenir dessus, on en a déjà parlé. Il a pris énormément de coups la semaine dernière. Le jeu au sol, McKinnon 45 yards, Asiata 15 yards, c'était quand même limité aussi. Là, c'est Kyle Rudolph qui a un peu sa planche de salut cette semaine après Stephon Diggs la semaine d'avant. 7 réceptions, 70 yards, un touchdown. Bradford n'a pas besoin d'être exceptionnel. Ils ont marqué un seul touchdown offensif, parce qu'il y a un touchdown aussi sur un retour de fumble, si je dis pas de bêtises. De punt, pardon. Donc ils ont un seul touchdown offensif. C'est un peu le schéma Denver. C'est-à-dire qu'il y a très grosse défense et on permet au quarterback d'être pas forcément fameux. Ouais, et de jouer un peu la sécurité. Et c'est pour ça que Rudolph est très souvent ciblé. C'est que c'est une grande cible qui a des mains assurées. Et quand tu as besoin d'avancer un peu et de garder le chronomètre, tu lances vers Rudolph et ça passe. What's that? Playoffs? Don't talk about playoffs. You kidding me? Playoffs? I just hope we can win a game. Tous les autres matchs de la semaine, et on commence par Packers-Lions 34-27. Pour les Packers, ils menaient 31-3 quand même, parce que c'était pas si serré que ça au début. Pourtant, Matt Stafford a failli mener une remontée. Pourquoi ils ne vont pas à fond pendant tout le match, messieurs? Ça m'a énervé. Oui, je comprends. Moi, j'ai l'impression que c'est exactement le même match que New England-Miami la semaine dernière, où
On a l'impression que Détroit a des armes, énormément d'armes, et au final, ils ont quand même été globalement surclassés sur cette rencontre. Non, mais ils sont démontés sur le début de match. Oui. Clairement, 4 touchdowns pour Aaron Rodgers. Le début de match, ils maîtrisent. Jordy Nelson est dedans, tout le monde est dedans, etc. Mais ils se font quand même remonter un petit peu pour rien en fin de match, un peu plus que le Patriots Dolphins. Hein. Ils sont quand même à 7 points au final. Ouais, mais c'est maîtrisé. C'est facile de dire ça après, mais je pense quand même qu'ils savaient où ils allaient. D'accord. Et pour la stat, Marvin Jones a 6 réceptions pour 205 yards et 2 touchdowns. Justement, on disait les anciens de Cincinnati. Voilà ce qui manque à Cincinnati aujourd'hui. Il est parti à Détroit. Jaguars 17, Ravens 19, 3 interceptions pour Blake Bortles. Déjà 6 cette année. J'abandonne. Alain out. Ouais, et puis encore une fois, c'était un match un peu moyen pour le coup. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Ouais, c'était un match immonde. C'était très très laid. Avec les 3 interceptions d'affilée notamment. Et c'est marrant, j'ai l'impression que les Ravens aiment beaucoup ce genre de match un peu, comment dire, chiant. Depuis le début de la saison, qui gagne un peu au raccro, c'est laid, ça marche bien par séquence, mais alors des séquences très très courtes. Hein. Ouais, moi je voyais les fans des Ravens dire ouais mais on est à 3-0. Ah mais attendez les gars, vous avez joué les Jaguars, les Bills et je sais plus. Non mais c'est ça, ils gagnent des très vilains matchs contre des équipes très incompétentes. Ouais, mais attendez. En tout cas, il y a un gros travail de la défense. Ça pour le coup, oui. on peut le dire. Il y a 3 interceptions et 4 sacs sur le match. CJ Mosley est fabuleux, j'adore ce joueur. Voilà. Mais il y a du jeu au sol nulle part, ça marche par à coup, voilà, des deux côtés. Hein. Ça marche par à coup, la défense, c'est un peu quand ça du côté de Jacksonville. Et ce qui est fou, c'est que c'est censé être une attaque de big play, il n'y en a même plus. Non. Il y a Allen Robinson un peu de temps en temps. Mais alors est-ce que Gus Bradley va finir par être éjecté? Ça sent de plus en plus mauvais cette saison là. Franchement, s'il finit la saison, c'est un miracle parce que je les vois pas gagner des tonnes de matchs et honnêtement, ça devient irrespectueux pour les adversaires. Quoi. Et on rappelle qu'ils voyagent à Londres cette semaine. La malédiction de Londres. Et oui, ils vont à Londres affronter. Il doit être beau le Jaguars Colts. Ça. Exactement, Jaguars Colts. Jalen Ramsey a quand même fait un bon match. Point positif. Ouais, Paul Zlusny aussi. Je me trompe. Paul Zlusny. Oui, Paul Zlusny. Ouais, lui aussi fait une belle interception, mais bon. Jalen Ramsey, rookie, qui tient ses promesses. Il tient ses promesses au poste de corner, donc jusque-là, tout va bien. En parlant de match immonde, Dolphins-Browns, 30-24 après prolongation, 3 field goals ratés par les Browns qui auraient pu gagner à la dernière seconde, mais non, il fallait prolonger cette horreur parce que j'écrivais le résumé que c'était un calvaire. 2 mauvaises équipes, plus de cœur pour Cleveland, malheureusement pour eux, ils ont perdu. C'était immonde. Ouais. Les Dolphins. Enfin, immonde, les Dolphins ne devraient pas avoir à aller en prolongation pour battre les Browns. Ça prouve à quel point cette équipe de Miami est médiocre, mais dans le sens le plus littéral du terme. Ils peuvent le perdre ce match-là. Il y a un fumble à la dernière minute et il y a un field goal. Ils ont un field goal raté par le pauvre Cody Parker qui avait signé 3 jours avant, littéralement. Ouais. Mais il en rate 3 après. Mais Cleveland, c'est un peu l'anti-Baltimore. C'est-à-dire que contre les Eagles, sur la deuxième mi-temps, ils sont quand même globalement dominés. C'est vrai. Après, on voit sur le match contre Baltimore et Miami, ça passe pas loin, mais ça gagne pas. Terrell Pryor, 8 réceptions, 144 yards, 3. Alors ça, c'est à la réception. 3 passes sur 5, 35 yards, 4 courses pour 21 yards et un touchdown. C'est du jamais vu depuis 57 ans, cette polyvalence. Il a fait le café aussi, il a tout fait. Non, ça a été assez incroyable. C'est le point positif, on va dire, de ce match. Ah si, quand même, c'est ça. Moi je trouve ça sympa. Il a fait le spectacle. Je trouve ça un peu décevant qu'il ne se soit pas aligné comme retourneur, mais bon après. Du coup, oui, il lui manque une ligne de stats. Cody Kessler est à 21 sur 33, 244 yards au sol, 244 yards à la passe, pardon. Il y a eu un peu de jeu au sol. J'ai quand même envie d'être positif. Hugh Jackson fait quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a un esprit qu'ils essayent. Ils étaient quand même beaucoup plus enthousiasmants que les Dolphins, par exemple, à regarder. Enfin, ils essayaient, quoi. Au moins, il y avait Cody Kessler est pas mal, montre de très bonnes choses. Il n'est pas flamboyant, mais il est gestionnaire. C'est peut-être ce qu'il leur faut aussi. Oui. Très clairement, et avec un Isaiah Crowell qui est pas trop mal depuis le début de la saison, il y a quelques matchs, je pense, où ça peut passer pour les Browns. Alors qu'il y a d'autres quarterbacks qui ont la prétention d'être des franchise quarterbacks et qui lancent pour 25 sur 39, 319 yards, 3 touchdowns et 2 interceptions, alors qu'ils ont Jarvis Landry, Kenny Stills et Devante Parker. Je parle bien sûr de Ryan Tannehill. C'est un peu toujours le même schéma, c'est irrégulier de Tannehill, c'est irrégulier au sol, il y a des trous dans les airs alors que la ligne défensive est bonne. Ryan Tannehill, on l'a pas dit, mais qui a préservé son record de passes complétées sur 2 matchs, je crois, parce que Joe Flacco était à 21 contre les Jaguars. 21 et le record a été
C'est a pas été tant la brisé faute de Flacco qu'il a perdu, c'est Wallace qui a relâché le ballon tout seul. Donc, c'est beau de savoir que Ryan Tannehill a au moins ce record et pourra se retirer avec ça. Mais la beauté des stats NFL et des médias américains, c'est que tout le monde a un record. Ouais. Quelque part, tout le monde a un record. Toi aussi, Alain, tu as sûrement un record NFL. Sûrement. Franchement, en cherchant bien, tout le monde a un petit truc caché quelque part en NFL. Le mec qui court le plus vite entre les 25 et les 28 yards sur les sur actions. Sa troisième année en sortant de telle fac. C'est vraiment... voilà. Titans 10, Raiders 17. Les Titans avaient l'occasion d'égaliser à la fin du temps réglementaire. Mais comme ils l'ont fait la semaine dernière, ils ont raté cette fois-là, bien sûr. L'attaque est toujours pas assez dynamique. Mais ils jouent bien quand ils sont pressés. C'est le syndrome Titans. Si vous regardez, ils ne sont bons que en fin de quart-temps, enfin en fin de mi-temps ou en fin de match sur les hurry-up où ils sont en 2 minutes drill ou des choses comme ça. Ouais, il faudrait qu'ils jouent des très grosses équipes pour être menés très vite et pour avoir ils la n'avancent pression. que quand ils sont en hurry-up. C'est beau l'espoir que tu gardes en Marcus Mariota. Ah non, j'ai plus d'espoir en lui. Franchement, alors là, il peut tomber dans un ravin, j'irai pas non, je n'ai plus de compassion pour personne, moi, dans les pronostics. Ouais, par contre, il y a cette fin de match un peu dramatique pour Tennessee où il marque le touchdown à la dernière minute. Alors voilà, le touchdown est refusé. C'était encore un André Johnson qui ne capte que les touchdowns en fin de match. Il ne sert à rien d'autre. Non mais encore une fois, moi je trouve que justement il y a peut-être un dynamisme à trouver avec Mariota en no huddle ou des choses un peu plus rapides, etc. Parce qu'ils veulent faire du sol. Ils veulent mettre Murray, ils veulent mettre Derrick Henry. Ce qui marche plutôt bien. Les deux gars sont bons, mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen de trouver d'avoir un peu plus de dynamisme tout en faisant jouer ces deux gars-là, quoi. Je suis un peu moins optimiste que toi sur l'attaque. En tout cas, concernant Marcus Mariota, j'ai dit qu'il jouait bien 2 minutes par match. Non, c'est très optimiste. Je vois moins d'espoir, en tout cas, dans cette attaque que tu peux en voir. Mais honnêtement, j'ai du mal à voir Mariota dans le système. Mike Mullarkey, mon espoir est justement qu'il change de système. Ouais. Mais je pense que ça va être nécessaire à un moment donné parce qu'on sent que c'est pas compatible et on sent presque que Mariota, alors il a ses qualités, il a ses défauts, mais on sent que des fois c'est un peu contre nature, il est pas très à l'aise dans le système qui est mis en place. Et c'est pour ça que quand il y a un peu plus de folie ou en tout cas d'urgence, tu as l'impression que ça se débride un peu et que ça va un peu mieux. Donc c'est ça moi qui m'embête pour match assez calme pour les Raiders à l'extérieur. 17 points seulement en attaque, même si Derek Carr n'est pas catastrophique. Hein. Mais voilà, il y aura des matchs mieux. Après, en défense, c'est mieux en couverture avec David Amerson qui a élevé le niveau de jeu. Par contre, Khalil Mack est toujours à 0 sac cette saison. Lui qui a annoncé qu'il en voulait 50 ou je ne sais plus combien, une vingtaine, mais là, il est toujours bloqué à 0. Et est-ce que c'est pas encore la même chose? C'est quand tu as une superstar en face, tu mets 3 gars sur lui et c'est réglé. Peut-être aussi. Parce que de l'autre côté, c'est pas terrible. Seahawks 37, 49ers 18. Les Seahawks ont gagné, mais Russell Wilson a pris un joueur sur le genou, entorse du genou gauche, entorse de la cheville droite la semaine d'avant. Est-ce qu'il va finir cette saison vivante? C'est la première question. Est-ce qu'il pourrait pas jouer dans un petit chariot et se déplacer comme ça et lancer Non mais c'est inquiétant, sa jambe elle a salement tourné quand même sur le joueur qui prend sur le dos là, son pied reste au sol et la jambe tourne, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Ouais, c'est surtout que ça fait 2 fois, je crois, depuis le début de la saison. Il y avait déjà eu avec Naon Kungsu. Il faudra demander à Camille s'il n'y a pas un copain de Greg Williams qui a mis un contrat sur lui. Non, mais c'est ça. Donc, c'était la cheville droite avec Sou. Là, c'est le genou gauche. Donc, il a une entorse à chaque truc, à chaque articulation. Et donc, chaque jambe, pour un quarterback qui compte pas mal sur sa mobilité et qui en plus a une ligne qui est pas bonne. Il va rouler. Oui, il va rouler. Oui. Ça, c'est sûr qu'il va rouler. Mais non, mais clairement, je l'avais dit, je crois, il y a une semaine ou deux, j'ai peur que ce soit le Andrew Luck de cette année. C'est-à-dire que la ligne est catastrophique. Il va prendre des coups, il va prendre des coups. Et là, ça fait à peine 3 semaines, il est déjà amoché. J'ai peur que ça finisse pas bien. Voilà. Qu'il finisse pas la saison, quoi. Doug Baldwin est plutôt bon, 8 réceptions, 64 yards, un touchdown. Et donc, c'est Trevon Boykin qui avait pris le relais. Le prochain match, c'est contre les Jets. On ne sait pas encore si Wilson pourra jouer. Trevon Boykin, rookie. Grégory. Oui, Rocky. Alors écoute, il n'a pas été mauvais sur le peu de minutes qu'il a joué, même s'il termine avec une affreuse interception contre les Jets. Si c'est lui qui joue, ça me paraît un peu compliqué. Il va prendre cher. Alors le problème, c'est qu'il a la capacité de Wilson à improviser, ça il sait parfaitement le faire. En termes de lecture et d'intelligence de jeu, c'est beaucoup plus compliqué selon moi. On rappelle qu'il vient d'une division de college football où il y a beaucoup d'attaques, mais pas du tout de défense. Exactement. Voilà. Donc du coup, quand il s'agit de lancer des longs ballons vers Josh Doctson, ce qui était le cas en universitaire, c'est un peu plus simple que de devoir lire une défense NFL et s'adapter en fonction. Parce qu'on rigole pas, mais à TCU, il marquait quelque chose comme quasiment 50 points par match. Oui. C'était des camions. Les
49ers, on va pas s'éterniser, 119 yards seulement pour Blaine Gabbert. Est-ce que ce serait mieux avec Colin Kaepernick, comme le conseil Michael Bennett, qui est un adversaire sympa, qui donne des conseils coaching? C'est pas du tout intéressant. Non, mais de toute façon, qu'est-ce que ça... Ouais, s'il le fait, c'est pour histoire de dire, je vois pas ce que ça changerait vraiment, parce que Kaepernick... je vois pas ce que ça changerait vraiment, ça pourrait peut-être faire un peu mieux que 119 yards, quoi. Est-ce que ça pourrait vraiment? Il faudrait tester pour le savoir. Éventuellement pour poser le genou en fin de match. Mais sinon... elle est pas mal. Elle est pas mal. Donc, bon, en tout cas, ce qui est étonnant aussi, c'est qu'il soit même pas rentré en fin de match pour tester un petit peu, au moins. Non. Buccaneers 32, Rams 37, bien sûr. Ça, c'est hallucinant. Bien sûr, quand j'ai dit que je commençais à haïr tout le monde, je deviens misanthrope. Alors, en fait, les Buccaneers sont des passoires. Voilà. Jameis Winston a lancé 58 passes. Un 5 et un 8. 58. 36 sur 58 pour 405 yards, 3 touchdowns et une interception. Ils ont gagné 472 yards. Contre 320, ils ont perdu. Comment ils perdent contre les Rams ? Je ne saurais pas vous le dire, hein. C'est pas comme si j'étais analyste NFL. Non, mais c'est pas possible. C'est-à-dire que les Buccaneers sont cette équipe qui a été créée pour me décevoir cette année. Encore plus que les Titans, je crois, parce que je croyais vraiment en eux. Hein. J'étais sincère quand je disais playoff, autant les Titans, j'avais un petit rictus, autant Buccaneers, j'y croyais, autant ils sont encore hyper irréguliers, mal coachés. J'ai l'impression qu'il y a un petit épiscentre de la frustration en Floride entre ça. Miami, Jacksonville, Tampa, c'est vrai. Mais ouais, malheureusement pour eux. Alors, est-ce que la perte de Austin Seferian-Jenkins a pas joué un peu parce que il avait fait un bon début de saison? Le problème, c'est pas tant d'attaquer parce qu'ils mettent 472 yards. Ouais, mais je pense quand même que l'absence de jeu au sol, là en l'occurrence, Doug Martin, pas Doug Baldwin. Ouais. Doug Martin n'était pas là. C'est vrai que on a l'impression que dès que Winston, il est que dans sa deuxième année, on le rappelle aussi. Dès que Winston a un peu plus de pression sur les épaules, peut-être que sur des moments clés, en tout cas, parce que tu l'as dit, en termes de stats, c'est loin d'être déshonorant. Dans les moments clés, on sent que c'est un peu plus compliqué. Ils prennent 1 ou 2 touchdowns défensifs. Ils en prennent un. Ouais, donc sur un joli sac d'ailleurs de Robert Quinn, si je me trompe pas. Oui, ça doit être ça, ouais. Mais oui, après défensivement, ça pose problème. Peut-être un souci également sur la ligne défensive des Bucks. Roberto Aguayo a bien sûr manqué un field goal et un extra point puisqu'il a été choisi au deuxième tour. Les Rams, donc il faut quand même leur faire honneur, c'est toujours aussi fort en défense, la ligne défensive, tu l'as dit. Et donc là, ça a été solide et équilibré en attaque. Ouais, étonnamment. Déjà, il marque un touchdown. Voilà, premier touchdown de la saison quand même. Ce qui est une grande nouvelle. Vous vous rendez compte que cette équipe qui a marqué un touchdown et dont on est content était à 2 victoires et une défaite. Eh oui. Incroyable. Ils sont dans le haut du tableau. C'est beau la NFL. Hein. Je pensais sincèrement qu'ils allaient pas gagner 2 matchs sur les 2 premiers mois de l'année. Ouais. Et pourtant, ils y sont déjà. Bon, c'est qu'est-ce qu'il nomme est solide. Hein. Finalement, il fait des trucs pas jolis, mais bon, après on connaît le profil du joueur. Mais il est correct. Quoi. Il est correct. Colts 26, Chargers 22, victoire des Colts grâce à une 4e tentative convertie et un touchdown de T.Y. Hilton, 63 yards, un peu plus d'une minute de la fin. Fumble sur les 2 derniers drives des Chargers. Et Raoul, ça devait être sympa. Ouais, tu es gentil, tu m'épargnes la malédiction des blessures avec Manti Te'o qui est out pour la saison. Est-ce qu'il est aussi important que Allen ou... En attaque non, mais en défense, écoute, depuis l'an dernier, je trouve qu'il a bien progressé. L'an dernier, je trouve qu'il avait franchi un cap. Encore sa saison rookie avait été un peu difficile, et puis il y avait eu toutes ces histoires autour de lui, donc on l'avait un peu embêté avec ça. En vrai, il n'y avait pas grand-chose autour de lui. Lui, il croyait qu'il y avait des choses à trouver. Voilà, donc ça c'est fait. Et autant l'an dernier, il avait beaucoup progressé et je m'étais dit, pour lui cette année c'est un peu la bonne saison. Ouais, c'est la bonne saison pour aller à l'infirmerie. C'est la bonne. Sinon, le problème de San Diego, c'est toujours la même chose, c'est de réussir à tenir, de vouloir continuer tout le match à avancer et à faire des choses offensivement. Parce que encore une fois, quand tu vois que Melvin Gordon se fait bloquer systématiquement sur ses courses, tu essaies de autre chose que de continuellement le lancer dans la mêlée. Non. Bon, sans parler des Chargers, pour le mettre un peu de côté. Merci. C'est 2 vilaines équipes quand même, non? Je te trouve dur sur les Chargers. Je trouve que c'est incomplète. Honnêtement, par rapport à l'hécatombe qu'évoquait Raoul, je trouve que
c'est pas mauvais depuis le début de la saison. Je trouve qu'il y a des bonnes choses. Ce qui est un peu problématique, c'est peut-être l'irrégularité, je trouve, de Jason Verrett sur la couverture. Il a été très bon la semaine dernière, il l'a été beaucoup moins cette semaine contre T.Y. Hilton. Je trouve ça particulièrement fouillis et irrégulier du côté de ces deux équipes et ça me perturbe. On t'a pas dit que c'était 10 sur 10 non, mais voilà, la défense des Colts, par exemple, a arraché quelques trucs avec Clayton Gathers en fin de match et des choses un peu. Ils s'arrachent, au moins ils s'arrachent, ils essayent. Donc je peux leur concéder ça et j'ai peut-être été un peu méchant. Mais ça me paraît vraiment pas du tout solide des deux côtés et ça va être vraiment l'ascenseur d'une semaine sur l'autre et assez imprévisible. Chiefs 24, Jets 3. Tiens, en parlant d'ascenseur, 6 interceptions pour Ryan Fitzpatrick, 6 mes amis, 8 turnovers. Voilà, ce sera pas toujours comme ça. Hein. Il lancera peut-être 3 touchdowns la semaine prochaine parce que c'est Ryan Fitzpatrick. Mais c'est ça, Ryan Fitzpatrick. C'est exactement ça et c'est ce qu'on dit depuis 2 ans et que des fois on nous dit vous êtes dur, il est bon, etc. Non, Fitzpatrick, c'est ça. Et de temps en temps, il va te faire un match à 3, 4, 5, 6 interceptions. L'année dernière, c'était pas en playoff, justement, le match pour la qualif, juste avant les playoffs. Là, c'est au milieu de la saison. C'est Fitzpatrick. Écoute, vu qu'il est free agent l'été prochain, je pense que quand il tapera au bureau du general manager, on lui passera la vidéo du match pour lui demander ce qu'il exige en tant qu'émolument. Je pense même que le GM, justement, qui a pas cédé à ces demandes de salaire là, a dû passer dans le centre d'entraînement lundi en faisant ça va mec. Bien. Non mais ce qui est vraiment dommage, c'est que c'est 6 interceptions et je trouve que c'est 6 interceptions qui annihilent vraiment le travail d'une grosse défense des Jets. Bien sûr. Ils sont vraiment très performants sur ce Sheldon match-là. Richardson, Mohamed Wilkerson et Leo Williams sont tous un sac. Ils ont une ligne énorme. Ah oui, mais cette défense des Jets est très forte et c'est terrible parce que elle est pas au niveau. Enfin, l'attaque est pas au niveau et derrière les Chiefs sont pas flamboyants, hein, mais c'est les Chiefs de toute façon ils sont jamais flamboyants. Et c'est ça, j'allais dire. Si vous vous demandez comment on joue les Chiefs, Alex Smith est à 25 sur 33, 237 yards, un touchdown et il a complété une seule passe de plus de 10 yards. C'était les Chiefs. Cowboys 31, Bears 17, Dak Prescott est à 19 sur 24, 248 yards, un touchdown. Ezekiel Elliott est à 140 yards, il avait une ligne solide. Ils ont dominé, ils se sont détachés, ils n'ont pas été inquiétés. Ouais, ça résume oui, ça résume, parce que de toute façon, pour une fois, on avait eu tous raison, et il faut préciser quand même que Raphaël n'avait pas pronostiqué les Ah oui, alors on va lui, et je remercie Joachim qui nous envoie les résultats des pronostics. Raphaël a fait une erreur en mettant Bears sur le pronostic, et on va lui accorder qu'il avait pronostiqué Cowboys. Il nous l'a dit dès qu'il a entendu l'émission qu'il y avait une erreur, donc on va lui compter ce point-là. Mais voilà, on n'attendait pas grand-chose des Bears, et les Cowboys continuent, alors d'impressionner, je sais pas, mais continuent d'être réguliers. Dak Prescott est bien, Derek Henry, ça tient. Ezekiel Elliott, j'ai dit Derek Henry, pardon, c'est Ezekiel Elliott, un autre rookie. Voilà, c'est. Grégory, Dak Prescott, on n'avait pas beaucoup parlé, je crois, dans les quarterbacks avant la draft parce qu'il a été sélectionné assez bas. Est-ce que c'est conforme à ce que tu attendais de lui, ce que tu vois actuellement ? Non, c'est un peu comme Carson Wentz, c'est un rookie qui me surprend pas mal. Donc je le soulignais lors de la draft, c'est vrai qu'il a pas souvent été aidé par sa ligne offensive, notamment lors de sa dernière année universitaire. C'était un peu un profil, je trouvais, à la Jacoby Brissett quand il est sorti de la fac. Maintenant, on voit qu'à la passe, il arrive à démontrer bien d'autres choses, avec un lancer un peu atypique, je trouve, mais qui, mine de rien, trouve les cibles. Donc c'est une très bonne affaire pour Dallas en l'occurrence. Mais de bonnes cibles en plus. Donc, Est-ce que les Bears vont faire du tanking en remettant pas Jay Cutler ou en faisant exprès de perdre des matchs apparemment c'est assez incertain le retour de Jay Cutler. Visiblement ça sent la fin de cycle du côté de Chicago. Même s'il le coupe d'ailleurs, son contrat comptera plus grand chose en dead money et en salary cap et tout ça. Donc à la fin de l'année en tout cas. Mais ce qui est peut-être plus inquiétant, c'est la fin de contrat d'Alshon Jeffrey à la fin de cette saison. Et on rappelle qu'il vient d'être tagué, donc un deuxième franchise tag, ça coûtera un peu plus cher. Ça sent vraiment la fin de cycle, toute cette petite histoire. Saints 32, Falcons 45, 152 yards pour Devonta Freeman, 2 touchdowns pour Matt Ryan, une attaque de feu face à une défense qui était redoutable bien sûr. Non bon alors la défense des Saints c'était nul, mais Grégory forcément tu es content. Ouais, non mais c'est une bonne chose. On voit que l'attaque d'Atlanta était très irrégulière l'année dernière. Là pour le coup ils sont à plus de 34 points de moyenne par match, ce qui est quand même pas mal du tout, même si en effet ils ont quand même pas joué des cadors en défense. La ligne offensive est vraiment agréablement surprenante, je trouve, notamment au niveau du jeu au sol, que ce soit Devonta Freeman qui a su aller chercher les big plays ou Tevin Coleman qui a été redoutable en zone rouge. Ça a été intéressant à ce niveau-là. Je trouve que le play call a été également assez, j'allais dire innovant, faut peut-être pas exagérer, mais en tout cas il y a quelques décrochages également qui ont été redoutables, comme le touchdown à la réception de Devonta Freeman.
Et puis la défense, certes, c'est un peu passoire du côté d'Atlanta, mais au moins il y a un pick six de Deion Jones qui monte en puissance, donc c'est de bonne augure. Un mot sur les Saints, Raoul. J'ai l'impression que quand ils accueillent les gens chez eux, ils accueillent les gens chez eux. Donc c'est-à-dire qu'on laisse tout le monde passer, c'est la fête. Venez dans notre end zone, faites tout ce que vous voulez. Très sympa. On passe au top et au flop. Les tops et les flops, messieurs, honneur à notre chroniqueur invité du jour, Grégory. Le top, je viens d'en parler. La O-line des Falcons qui m'a vraiment fait bonne impression. Donc j'espère que ça va continuer comme ça et que ça va pas s'effondrer comme ça a été le cas l'année dernière. Raoul. Moi, mon top, c'est l'interception de Patrick Peterson à une seule main. En fait, j'hésite avec celle-là et celle de CJ Mosley. J'allais dire, je pense que je préfère celle de Peterson. Mon top, alors j'ai parlé de Jim Bob Cooter la semaine dernière, qui est en train de devenir un petit peu un folk hero. Savez-vous que ce monsieur, alors j'ai appris en fait des choses sur lui parce que on va pas se mentir. Non mais j'aime bien son nom, mais j'avoue que j'avais pas cherché des masses de photos et tout ça. Donc déjà il ressemblait pas du tout à ce que je pensais et surtout je savais pas qu'il avait que 32 ans. Ouais. Moi aussi je pensais qu'il était un vieux. Je pensais qu'il en avait 60 avec un prénom comme ça. Mais ce qui est le plus étonnant c'est que il a 32 ans mais il a le visage comme s'il en avait 20 de plus. C'est vrai. Donc ça va, ça se tient. Son visage va avec son nom. Donc j'aime de plus en plus ce mec. Et il y a un mec qui a mis, il y a un supporter qui s'est baladé avec un van où il y avait marqué Jim Bob Cooter for President. À Détroit, donc je trouvais ça marrant l'anecdote que ça a pris un peu d'ampleur. Par contre, il y a un petit truc qui joue contre lui pour être président. Savez-vous qu'une fois il a été arrêté parce qu'il est rentré bourré dans la mauvaise maison et qu'il s'est couché dans le lit avec une femme qui s'attendait pas vraiment à ça et qui a été un tout petit peu énervé. Il y a moyen, ouais. Et donc voilà, c'est un tout petit truc qui le suit. Je crois que c'était quand il était coordinateur dans une fac ou un truc comme ça, après une soirée un peu arrosée. Ça rappelle un joueur de Limoges en France qui avait fait ça, qui était rentré chez des gens bourrés après une soirée. Il était rentré dans le mauvais appart. Heureusement, ça s'était bien fini. Nous n'étions pas dans certains États américains où il est autorisé de tirer sur les inconnus. Sur les inconnus. Non, mais on en rigole. Malheureusement, c'est très triste. Il y a un joueur NBA l'an dernier qui s'est arrivé. Il est rentré dans un appartement qui n'était pas le sien et légalement, la personne lui a tiré dessus. Et voilà. Super ambiance. Merci Alain. C'était ton flop, c'est ça? En tout cas, on sait que James Robert est ton idole. James Robert. Jim Bob. Jim Bob, ouais. Ah oui, James Robert. Je sais pas pour ça. Le flop. Le flop, Gus Bradley. Je suis resté un peu silencieux tout à l'heure, mais oui, en effet, je pense que quand on a autant de hauts choix de draft et quand on n'est pas capable de faire performer son équipe au bout d'un moment, là, ça commence à faire beaucoup. Je pense que oui, il faut passer à autre chose du côté de Jacksonville. Raoul. Moi, c'est un peu général, mais c'est l'irrégularité des équipes, des joueurs. Ça m'a miné. On en parlait après les pronostics qu'on a fait, voir que la plupart en fait nous ont pourris sur le terrain. Voilà, Palmer et Fitzpatrick notamment. C'est vrai que j'ai pas mis ça dans mes flops, mais toutes ces équipes qui ont démonté nos pronos, les Jets qui m'ont coûté le combiné que j'avais réussi avec les 3 pronos qu'on a conseillés cette semaine dans l'émission de jeudi, c'est les Jets qui m'ont tout eu et je vous raconte pas les messages de haine et de mort que j'ai postés sur la conversation WhatsApp de Touchdown Actu à tout le monde. J'ai une petite dent contre contre Ryan Fitzpatrick cette semaine. Très doucement. Sinon, mon autre flop, c'était un top. En fait, j'ai 2 tops. Parce que c'est le filet d'entraînement des kickers des Giants qui m'a régalé avec cette agression gratuite sur Odell Beckham. C'est la star de cette semaine. C'est en buzz sur le site, sur la page d'accueil. N'hésitez pas à aller voir. C'est magnifique. Il y a eu un fabuleux mime de Odell Beckham Jr. en train de pleurer avec marqué « T'avais dit qu'on ferait des knackis !» Et ça, c'était très beau. Plein de bonnes choses avec Odell Beckham. On passe à vos questions. Les questions, c'est parti, et c'est Grégory qui a l'assiette. J'ai un peu faim. Alors, question à tiroir de Rob Bears. Est-ce que le food truck de Cam Newton fonctionne bien? Aucune idée. Qu'est-ce que c'est? Il a ouvert un food truck qui est au bord du stade des Panthers les jours de match. Bon, j'espère. Très, très sobre avec son image à lui dessinée dessus, bien sûr. Avec son bras sur lui. Alors, juste une deuxième question. Vas-y, fais tout. Et la question était de savoir si Terrell Pryor, le dernier joueur sélectionné par Al Davis, est-ce qu'il n'est pas la révélation de la saison pour l'instant? Cette semaine, on va voir après si ça continue. Il s'est montré et en bien, donc ça c'est plutôt. Après, le problème, c'est qu'il a jamais vraiment eu de poste. C'est aussi pour ça justement qu'il n'a pas été beaucoup plus exploité.
Oui, Raoul. c'est vrai. Tuc14 qui nous dit Prescott ou Romo. Si Romo revient pour cette saison, qui gagnerait la bataille pour le poste de titulaire à la prochaine intersaison? C'est toujours dur, c'est le même problème qu'avec Brady, mais ça reste quand même un joueur très très fort, Tony Romo. C'est vraiment un des joueurs les plus, pas sous-cotés, mais on oublie quand même qu'il a été très 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 bon sur certaines saisons. Ouais, et qu'il a fait des stats en fin de match incroyables, alors que dans l'image générale des gens, il est plutôt vu comme un mec qui sabote les fins de match. Oui, oui. J'ai envie que Grégory fasse déjà la prochaine parce qu'il se il est mort de rire de Elle est bide pas mal. tout seul. Elle est pas mal. Donc question de Faucon 94. Vu la démonstration des Patriots avec Jacoby Brissett, pensez-vous que Bill Belichick sera capable de gagner un match NFL avec plusieurs au possibilités? Johnny Manziel après un spring break, Jason Pierre-Paul qui lance avec 3 doigts, Raoul qui est habillé en requin, ou François Cluzet jouant son rôle dans Intouchable. Oh. Elle est dure à la fin. Intouchable, Intouchable, c'est pas mal parce qu'avec le fauteuil, bon, ça c'est un peu lourd à renverser. Maintenant, Raoul, je suis sûr qu'il je arrivera à pense faire que T'étais non. pas à l'aise en requin, hein, parce qu'on rappelle que le costume C'est- allait très bas, donc il limite Oui, les jambes et au c'est niveau très des serré et t'as très vite très chaud. Je pense que Ouais, tu ouais. finis très inconfortablement un match comme ça. Après, Manziel à New England, je crois que je paierais pour le voir. Ah ouais, ce serait incroyable. Question de Sim la Mangousse. Devant un match NFL, vous êtes plutôt canapé ou fauteuil? Ça dépend, on travaille ou on regarde? Bah ouais, moi je suis souvent du coup dans le canapé avec le bureau. Bah, moi je suis sur le fauteuil pour travailler. Je mais- préférais Moi, le je vais canapé, dire mais bière ou coca? Bon, bière. Coca. Café, hein, plutôt. Je l'avais pas dans les propositions, mais maillot d'équipe ou pyjama? Parce qu'on regarde beaucoup de matchs à 2h du matin, rappelez-vous. C'est vrai. Maillot Moi d'habitude c'est maillot d'équipe, mais Le j'ai mec qui réalisé craque à que- poil. moi. Pyjama d'équipe. Pyjama d'équipe. Ouais. Attends, c'est vrai? Non. Non, bah ouais, moi j'ai réalisé que quand je mets le maillot, ça porte malheur, alors Bon, je le fais plus. Slip ou boxer, on va rester perso. Je prendrai soin de faire tout comme vous lors des prochains NFL Sunday en fin de TD Actu. Merci l'ami calmant. Du coup, il faut dire slip ou boxer pour qu'ils sachent comment s'habiller. Du coup, je vais dire boxer, Ouais, mais moi aussi. allez. Passionnant. Grégory, Ça aussi. voilà. Bon, sinon Grégory, comme tu n'es pas là souvent, tu avais le droit de rester Silencieux. sauf si tu voulais, j'allais dire. RX03, les derniers matchs des Patriots ne démontrent-ils pas qu'au final c'est bien Bill Belichick le meilleur élément de la franchise? Est-ce qu'on ne devrait pas commencer à se poser la question du meilleur coach de tous les temps? Clairement, la suspension de Brady, c'est bon pour sa réputation à lui. Ouais. Mais alors, est-ce que c'est le meilleur élément de la franchise? Ah oui. Oui. Oui, moi je suis assez d'accord. La question du meilleur coach de tous les temps, ce genre de question, malheureusement, il faut toujours attendre la fin de la carrière pour bien Il est déjà évaluer. bien avancé. Je Mais- pense que oui, mais- il est dans le lot. Je suis d'accord avec vous, il est très largement dans les favoris. Il fait quand même. Le problème, c'est qu'on peut pas dire. On n'a pas vu jouer Lombardi. On sait pas quels ajustements et quelles Non. blessures il y avait à l'époque et ce qu'il faisait. Mais c'est quand même sur un autre niveau. Et quand on dit souvent telle équipe marche mal parce que les dirigeants ou la structure ou la base est pas stable, les Patriots sont quand même un modèle de stabilité et de franchise bien gérée depuis des années. Et c'est ça aussi qui montre quand il y a la confiance du proprio dans un coach, dans une structure, etc. Et qu'il y a toujours des. Parce que même au niveau des assistants, des coachs, il y a eu beaucoup de circulation ces dernières années. McDaniel, s'il est là, mais il était parti, il est revenu, il y a eu des choses comme ça. Et c'est quand même un modèle de franchise bien gérée. C'est clair que n'empêche. On se pose plus de questions sur Brady que sur Belichick maintenant. Ah bah au oui. niveau des tops, même si ça retire rien à Brady dans les faits, parce qu'il Je faut pense aller que les c'est chercher, une les association. Super Bowls. hein. C'est exactement comme Duncan Popovich en NBA. C'est ça. C'est difficile de dissocier l'un de Et l'autre. Bill Walsh, Montana, Oui, bien sûr. pour le foot US. Mais voilà, c'est dur de dissocier, mais c'est vrai que Belichick marque des points grâce à la suspension de Brady, paradoxalement. Bravo à lui. Bravo à lui. À qui vas-y. C'est à toi, Grégory. je Alors, crois. double question de G-Football. À votre avis, est-ce Rodgers qui est allé tranquille en deuxième mi-temps ou la défense de V3 qui s'est réveillée? Bon, un peu les deux, Un mais peu des deux, ouais, mais, je vois plus les Packers se lever. Ils ont levé le pied. Ouais. Moi, je suis pas fan de cette technique. honnêtement. Et alors, est-ce que vous trouvez qu'il y a beaucoup de field goals loupés cette saison? J'ai ces 2 dernières saisons, moi, je trouvais que ça arrosait un peu. L'an dernier, ça m'a moins choqué, mais j'avoue que sur ce début de saison, j'en vois pas mal, et pas mal qui coûtent finalement les victoires. Donc oui, ça veut dire qu'il faut prendre cette partie du jeu un peu plus moins à la légère. Voilà. Alors Joel de Cowboy, plusieurs questions qui nous remercie pour notre travail et il dit que c'est vraiment top, donc merci à toi. Et alors ces questions, Marcus Peters peut-il être vraiment un grand cornerback un jour? Certes, il intercepte 4 passes en 3 matchs, mais il a toujours un peu de mal contre les vrais bons receveurs, vrais bons défenseurs, ou alors un peu imposteur, non, mais toujours là au bon moment en tout cas. Moi je trouve que c'est un peu ça avec Peters, c'est qu'il est là quand il faut et qu'il a de la chance d'être là finalement. Il y en a qui sont opportunistes comme ça. hein. Ouais. Ouais, je pense que ça dépend beaucoup du match-up. Hein. On l'a vu Oui. souffrir contre Hopkins notamment, mais bon, ça reste quand même très bon. Est-ce que Stafford peut faire 4 milliards cette saison? Ah bah, il peut toujours les faire, ça c'est pas le souci chez lui. Maintenant, à quoi ça sert? La question, c'est de savoir combien d'interceptions dans le lot. Quoi. Ouais. Luke Kuechly ou Von Miller? Von Miller.
Moi, je préfère Quickly, moi. Miller, il change une défense quand même en ce moment. Et enfin, beaucoup plus intéressant, carbonara ou bolognaise. Bolognaise. Ouais, moi aussi. Ni l'un ni l'autre, tu as de la viande à chaque Oh là là, mais il Tu nous embête. réponds à côté des questions alors. Tu triches, Alain. Bah non, mais. Bière ou coca Mais alors non, mais. Je mange plus de viande en ce moment. Non, qu'est-ce que je vous donne sauce poivron. Ouais, ou sauce au poivre avec. Tomate poivron avec du parmesan. Voilà, très bien. C'est à moi, pardon. C'est tout à fait à toi. Même si les Rams sont à 2 victoires, Keenum ne brille pas, ne pensez-vous pas que les Rams devraient lancer Jared Goff, même s'il n'est pas NFL ready? C'est Dirty Fighter 33. Et là, nous nous retournons vers notre expert draft. Lui, je ne suis pas d'accord. Lui, il est toujours. Ça se voit rookie. qu'il est NFL ready. Non, mais Lui, il est toujours rookie et il est dans le même état qu'on l'a laissé quand on a parlé de la draft, lui qui a toujours pas joué. Oui, c'est vrai. Après, je pense que ça dépendra de l'avancée de la saison de Los Angeles. Si Los Angeles continue à gagner des matchs avec Case Keenum, il n'y a pas de raison de se précipiter avec Goff. Mais tu changes pas une si la saison est foutue, il faudra sûrement le lancer. Ouais. Alors, est-ce qu'ils ont fait un mauvais choix ou pas? On va reformuler, puisque au vu de ce que font les autres, comment ça se fait que lui, qui est le numéro 1, soit toujours pas là, soit toujours pas prêt? Qu'est-ce qui en a fait un numéro 1 qu'on se pose de plus en plus la question? C'est pas très grave, regarde Rodgers, il a pas joué au début non plus. Il avait un potentiel qui ressemblait un peu plus au profil des QB chez les pros. Après, c'est vrai que pour le coup, Los Angeles avait déjà pas eu l'air très malin en échangeant tout ce qu'ils ont échangé pour passer numéro 1 de la draft. Si en plus ils récupèrent un joueur qui est pas bon au plus haut niveau, pendant que dans le même temps le numéro 2 de la draft s'éclate, on va bien se moquer de Jeff Fisher pour les prochaines années. C'est sûr que pour l'instant, et le pire c'est qu'on se moquait presque plus des Eagles pour l'échange à l'époque de tout ce qu'ils avaient lâché, qu'ils avaient déjà Bradford et Daniels, on comprenait pas, et finalement plus personne se pose la question de savoir si c'était une bonne affaire. Question de Jules, Mike Zimmer en coach de l'année, possible ou pas? Ouais. Là, il est très clairement candidat. Après, on sait que c'est toujours les coachs rookies qui sont mis en avant, et en l'occurrence, si Doug Peterson continue comme ça. C'est vrai. Juste quand même, Julien nous précise, il a fait des ajustements de feu à chaque mi-temps. Voici les stats des 3 premiers matchs. Tennessee 10-0 à la mi-temps, victoire 25-16. Green Bay 7-0 à la mi-temps, victoire 17-14. Carolina 10-2 à la mi-temps, victoire 22-10. Les Vikings, un possible prétendant au titre? Point d'interrogation. Oui. Si la défense tient comme ça, moi je l'avais dit, ça me rappelait un peu celle des Broncos l'an dernier. Il faut espérer que les blessures vont un peu moins s'accumuler quand même, parce que là ça. J'ai une question spéciale pour Raoul. Alors vas-y. Après la fiancée invisible, Manti Te'o se blesse lors d'un contact avec un joueur invisible. Est-il amputé? J'adore ça. Moi ça me fait pas rire du tout, je trouve ça super triste. Non mais en plus ce pauvre Te'o, franchement, alors ok j'ai rigolé de lui avant qu'il arrive à San Diego et maintenant qu'il est venu et après qu'on l'ait drafté, je me suis dit bon bah tant pis on va faire avec. Et honnêtement, et je l'ai dit tout à l'heure, je trouve qu'il a fait un gros progrès l'an dernier et je me suis dit c'est bien, c'est le gars qui a eu un début un peu compliqué, on l'a un peu embêté avec des bêtises et maintenant il a prouvé qu'il était un bon joueur de football et qu'on allait le laisser tranquille. Et là cette blessure fait ressortir plein de trucs sur cette histoire de fiancé invisible. C'est bête parce que non, ça fait pas ressortir plein de trucs, c'est juste une petite blague. Écoute, moi j'en ai vu plusieurs et sur Twitter au moment où il s'est blessé, j'ai vu plein de gens rebalancer cette blague. J'ai trouvé ça triste. Je pense qu'il était bon, mais on s'y attardait pas trop parce qu'il est justement il était de nouveau au milieu de la foule. Tu vois, ça l'a fait ressortir et forcément ça réveille les plus vils instincts. Les plus vils instincts, exactement. Jolly Jump qui nous demande on se moque de la NFCS depuis quelques années, mais c'est vrai. Mais cette année n'est-elle pas la division la plus intéressante? Alors je sais pas si c'est la NFCS je sais pas si c'est la plus intéressante. Les matchs sont toujours intéressants puisqu'on sait jamais ce qui va se passer. Mais finalement elle est surprenante dans le sens où les Eagles sont bien meilleurs que ce qu'on avait prévu et les trois autres équipes, les Cowboys font un bon début. Giants et Redskins c'est plus compliqué, mais on voit que finalement ça se tient un peu. Oui, ça peut être indécis pendant longtemps, ça c'est clair. Il y a 3 équipes avec une fiche positive, c'est clair. Par contre, j'ai pas dit tout à l'heure, mais la NFC Sud qu'on annonçait beaucoup renforcée, je la trouve très moyenne. Clairement, il y a des trous dans tous les sens. Grégory, c'est à toi? C'est à toi, je crois, là. Vas-y, voilà. Dilemme Jay Cutler 2 avril 2009. Trade Broncos-Bears. Jay Cutler plus un 5e tour 2009 vers les Bears. Kyle Orton et un 1er tour Robert Ayers. Et un 3e tour 2009, 5e tour 2010 vers les Broncos. Vous remontez dans le temps en tant que GM des Broncos. Est-ce que vous annulez le trade? Idem pour les Bears. C'est Dirty Fighter 33 qui nous demande. Grosso modo, est-ce que les Broncos auraient dû se débarrasser de Cutler et faire. C'est surtout qu'ils n'avaient pas le choix à l'époque. Oui, ils étaient on se rappelle que la situation était que Josh McDaniels venait d'arriver et avait un petit peu froissé les sentiments de Jay Cutler, donc ils étaient obligés de s'en débarrasser au plus offrant. C'est vrai. Donc, mais est-ce que Chicago, par exemple, doit regretter d'avoir mordu à l'hameçon, en l'occurrence des Broncos qui étaient vendeurs? Non, parce qu'il n'y avait peut-être pas beaucoup mieux à l'époque. Voilà. Une seule saison en playoff depuis qu'il est arrivé. Ouais, mais finale de conférence quand même. Ouais. C'est vrai.
Mais c'était en 2009. Il n'y avait pas beaucoup de choix à l'époque, je pense aussi, et ils ont pris ça. C'était une bonne solution au début, ça s'est pas révélé payant. C'est pas que de la faute de Cutler que Chicago est là aujourd'hui. Je pense que l'opération à l'instant T est pas forcément regrettable. Après, je pense qu'ils auraient dû anticiper le coup entre-temps. C'est vrai que ça avait apporté un peu de renouveau quand même. Ils n'ont jamais eu des très forts quarterbacks les Bears, donc ça a apporté quelque chose. Allez, une dernière de Zuziyu qui nous demande qui sera la défense numéro 1 cette année, Denver, Minnesota ou Philadelphie. Ah oui, du coup on revient sur ce débat. Tiens, qui sera, parce qu'on a dit qui est jusqu'à maintenant, mais qui sera? Les Broncos terminent numéro 1. Ouais, ok, moi ça me va. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Messieurs, jeudi, ce sera... Ah ouais, t'as remis la bonne. Eh ouais. From goal to goal like no one's ever seen. Alors, il va falloir que tu le fasses cet album traduit en français. Exactement. Ah ouais. Je serais curieux de savoir comment tu traduis T-Pain. Oh là là, c'est une très bonne question. Je sais pas comment on achète un truc là qui fait le vocodeur. Ouais, le vocodeur ou l'autotune. Je sais pas comment. Ça doit se trouver. Hein. Ça doit se trouver ça. On fera un album TDA autotune, tu sais, avec nos pronostics en autotune. Je pense que les Patriots vont être premiers. Tu sais, un mélange de R&B et d'autotune. Je suis pas sûr que je vais participer à ça. Yeah, Tom Brady, Bill Belichick, le meilleur duo de l'année, tu vois, un truc comme ça? Non. Ouais, moi ça me vend pas du rêve, mais après Pour moi qui rêve d'être chanteur. Par contre, le perdant des pronos peut faire un truc comme ça. Ah ouais, mais d'ailleurs, on en reparlera jeudi, mais pour les pronos, moi, excusez-moi, là, on cherche un gage et j'ai des collègues qui sont pas très joueurs. Oh, ça c'est hyper. Alors, ça c'est hyper dur de dire ça parce que des trucs un peu oufous non, et ils sont là. Ouais, on fait plutôt un resto. J'ai juste dit non, pas les cheveux. Non. Alors ça c'est abusé de me mettre dans le même panier que tous tes collègues parce que moi je suis ok pour faire des trucs marrants, mais pas les cheveux. Moi je trouve écoute, ça Alain, cool. on en discutera. Moi je suis très serein vis-à-vis de cette histoire de pronos, donc tu me solliciterais et je te donnerai ma réponse. Moi j'ai proposé de me décolorer les cheveux en rouge et de faire une crête. Mais moi je veux bien, mais apparemment ça se enlève pas ce truc-là. Ah non, c'est une coloration. Moi j'ai déjà plus de cheveux, alors je vais pas attendre qu'il repousse. Ça va, t'as déjà plus de cheveux, t'as une belle chevelure. Tu rigoles, dans 5 ans j'ai plus rien. T'es pas vieux comme Joe Flacco, c'est toi qui l'as dit la dernière fois. Oui, c'est vrai que Joe Flacco. T'aimes bien m'insulter. Bon, Bengals Dolphins, revenons là-dessus. Les Dolphins ont du mal en couverture. Est-ce que c'est l'occasion pour les receveurs de Cincinnati de se refaire? Ah bah oui, ça c'est sûr que les Dolphins c'est à peu près l'occasion pour tout le monde de se refaire la cerise pour peu que tu sois un peu régulier sur tout le match. Donc, autre argument, ce n'est pas en prime time, donc Andy Dalton devrait cartonner. C'est en prime time, pardon, j'ai dit une bêtise. Autre argument, donc argument pour les Dolphins, pardon, c'est en prime time. Andy Dalton va galérer. Est-ce qu'il aura un quarterback rating de 2? Est-ce que Ryan Tannehill sera forcément mieux? Là est la question. Ah, c'est vrai. Ça, alors, est-ce qu'on a dit il y a des failles chez ces Bengals, la ligne offensive, un petit manque au niveau des cibles, un petit manque dans le backfield. Alors, ça va être un peu pareil des deux côtés. Du coup, qui est supérieur dans ce duel? Les Bengals toujours quand même. À l'expérience, au coaching, à la dynamique. Expérience, ouais. Voilà, au suivi, au vécu collectif. Chercher mon mot. Moi, je serais très curieux de voir ce que ça va donner au niveau des tranchées, notamment ce que va donner la O-line des Bengals dont on parlait tout à l'heure contre la ligne défensive des Dolphins, qui mine de rien est peut-être la seule petite éclaircie du côté de Miami. Si Miami est dominant dans ce secteur-là et arrive à mettre en difficulté et Andy Dalton et Jeremy Hill, là Miami a peut-être une chance. Après, encore une fois, au niveau de l'attaque de Miami, ce sera peut-être autre chose. C'est vrai que c'est pas totalement injouable. Non, oui, c'est vrai, c'est ce qu'on disait, c'est que les Bengals accordent beaucoup de sacs et beaucoup de pression sur Dalton depuis le début de l'année. Donc là, les Dolphins ont une carte à jouer. Pronostic pour ce match du jeudi? Les Bengals. J'y vais avec les Bengals. Même si on rappelle que le dernier Bengals-Dolphins, c'est les Dolphins qui avaient gagné à Cincinnati. Je crois qu'ils ont gagné les 3 derniers même. Ah ouais, d'accord. Si je ne dis pas de bêtises, ouais. Ouais, mais non. Les Bengals. Les Bengals pour ce que valent nos pronostics. Les Bengals, voilà pour notre petit pronostic du jeudi. Tout le reste de la preview de la semaine, c'est bien sûr dans l'émission du jeudi, en ligne le jeudi vers 19h30, avec toute la preview des matchs et tous les pronostics. On passe au 2-minute drill, messieurs, et j'ai pas encore récupéré le générique du 2-minute drill, mais j'ai trouvé une petite musique de fond à mettre en fond. Voilà, Camille, tu me dis. J'entends pas. Voilà. Merci. J'ai trouvé que ça. Donc, ça en plus. Parfait. J'espère qu'il n'y a pas les paroles là. Non, c'est une très bonne question. Si, il y a les paroles. Parfait. Josh McDaniels pourrait être coach l'an prochain. Où est-ce que vous le voyez atterrir?
À Tennessee. Ou chez les Jaguars. Ah, Tennessee avec Mariota, ce serait Ouais, intéressant. Il y a une petite connexion avec le general manager, donc ouais, en effet, ça peut être assez intéressant. J'aime bien. Ou chez les Jaguars. Moi, j'aime bien aussi. Ah, pardon. Akib Talib pense que l'attaque des Broncos est 10 fois meilleure que celle de l'an passé. Vous êtes d'accord ou pas? Je ne dirais que 3 fois et demi meilleur. C'est difficile, mais je pense pas. J'aime être précis. Si 3 fois et demi. si Jim Bob Cooter n'est pas président, qui en NFL doit être élu? John Elway. Bill Belichick. John Elway qui troll des supporters des Broncos qu'il avait critiqué sur Trevor Siemian. C'est vrai. C'est vrai. Bruce Arians pensait la semaine dernière que Carson Palmer était le transfert du siècle. Est-ce qu'il y croit toujours ça d'après vous? Oh ouais. Ça va, ça restait une très bonne semaine, mais il n'a c'est pas trop une le très choix, bonne il a affaire à personne sur l'époque. le vent. Ça restait une très bonne affaire. Qui sera le quarterback des Browns en fin de saison? Christian Ponder, il existe encore. Ça n'arrête pas de changer. Ponder, c'est pas Terrell Pryor peut-être. Terrell Pryor, ouais, c'est ce que je me suis dit aussi. Et est-ce que Steve Smith était aigri ou est-ce qu'il a eu raison de s'en prendre à Jalen Ramsey après le match? Moi, je suis un peu fatigué du numéro de Steve Smith, très honnêtement, au bout d'un moment. C'est un aigri de nature. On se rappelle, c'est battu avec des coéquipiers. Non, mais c'est ça. Au bout d'un moment, c'est lui qui est venu le chercher quand même, le Jalen Ramsey. Hein. Ouais, enfin, le numéro de rageux contre tout le monde. Au bout d'un moment, tu peux pas te plaindre de parler aux gens et que les autres s'y mettent aussi, tu vois. Non, bah, je pense pas que ça en soit plein. Je pense qu'il lui a répondu. Ouais, j'en ai un peu. Marshall Lynch a participé à Man vs Wild en Corse. Quel autre joueur aimeriez-vous voir en mode survie avec Bear Grylls dans la jungle? J'aimerais bien voir Peyton Manning. Ce serait marrant. Gronkowski, il va te rendre le mode survie sympa. Moi, j'allais dire Gronk. Mais honnêtement, moi, Peyton Manning, je sais pas. Il pourrait allumer un feu sur son front. Ouais, c'est ça. Attends, je vais frotter un silex sur ton front. Ah, c'est bon, l'étincelle est là. Mais l'émission est très drôle en soi. Hein. Moi, je trouve ça super sympa. Non, mais l'émission avec Lynch est top ici. Quand il se met à courir derrière les cochons sauvages. Mais dès le début, le gars fait genre il va se barrer. Non, il est franchement très drôle. On vous le conseille. Elle est sur le site, l'émission de Marshall Lynch. C'est pas Man vs Wild officiellement. C'est Running Wild. C'est Running Wild parce que c'est le nom de l'émission avec les stars, mais c'est du Bear Grylls. C'est un tout petit peu adouci quand même par rapport à. Là, honnêtement, il doit faire 500 mètres sur le total du truc. Si tu regardes sur les 2 jours, et puis il y a 2-3 moments où ils racontent leur vie au milieu. Donc au final, ils grimpent 2 montagnes, ils dorment et ils mangent un truc dégueulasse et voilà. Et on est arrivé au bout. C'est comme ça que se termine l'épisode 141 du podcast de Jean Actu. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi pour la preview du week-end et les pronostics. N'oubliez pas, bien sûr, ce nouveau rendez-vous de cette saison avec plein de pronostics et de choses à l'intérieur. On vous rappelle aussi que le podcast du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café Paris, soirée NFL tous les dimanches à 19h avec Wings à volonté et Happy Hour. On vous remercie aussi si vous nous soutenez sur Tipeee. N'hésitez pas à nous rejoindre. On remercie Grégory Richard d'être venu et on se retrouve mercredi et jeudi. J'ai eu les jours aujourd'hui. J'ai eu tous les jingles bons, mais les jours par contre c'est l'un ou l'autre. Bon, merci Grégory, on se retrouve cette semaine. On rappelle aussi que tu es sur Radio Ça et dans le podcast sur The Blue Pennant sur la NCAA. Exactement. J'ai tout bon cette fois. Raoul Villeroy, merci beaucoup. Mais de rien, aussi. Un petit coucou et un petit remerciement. Merci Camille Sarabène, évidemment, bien sûr, comme toutes les semaines. Et un petit coucou et un petit remerciement à Loïc Goyet et à Romain Terrasse qui nous ont aidés sur la nouvelle version de Touchdown Actu que vous pouvez voir en ligne. On a une nouvelle version web et mobile. N'hésitez pas à y aller. On est assez content de ce que ça donne, pour être très honnête. Donc on espère que vous allez apprécier aussi. Normalement, c'est un peu plus rapide. On avait pas mal de problèmes de petites lenteurs de serveur. On espère que ça a résolu tout ça. Pour nous suivre, @NFL Actu sur Twitter, @Raphaël_TDA qui n'est pas là mais qu'on salue, @RaoulVDG, Yellow Radio Ça, @Camille Sarabène, @Alain Maté. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com ou nflactu.com si vous voulez aller plus vite dans votre navigateur. Et on vous souhaite une très bonne semaine et de très bons matchs à tous. Ciao, ciao. I've been called an oxymoron because I question which drugs are wars on. Why are there more drugstores than liquor stores you can score on? The healers have become the harmers. They're just pharmaceutical farmers. What we used to call dealers, we now call doctors. I might be a seedy cynic, cause that crack house is now a clinic. It's time they change the name of the Yo to the hypocritic or the parasitic. It isn't Adderall altruistic by over-prescribing. How can we fight them in a Suboxone ring? I'll throw a Prozac accusation with a sub-meaning. J'arrive à choper un mot, je pourrais... Non, je vais être nul, je la connais pas du tout non plus. C'est un nouveau titre de NoFX qui est sorti cette semaine.
Vas-y. Cause we made your dick deflated. J'arrive plus au bon moment. Maximoronic. It's oxymoronic. It should be doctors getting busted for their club not audience we trusted. We're not the sinners, they're the ones that sort of back in us. Je ne connais pas très bien les paroles de cette chanson.